Voyons la première partie du cours sur l'introduction à la mécanique quantique, les transferts quantiques d'énergie. Au XIXe siècle, les physiciens sont acquis à une description ondulatoire de la lumière. Ce modèle permet d'interpréter les phénomènes de diffraction et d'interférence, et les équations de Maxwell décrivent parfaitement les phénomènes électriques, électromagnétiques et lumineux. Certains phénomènes résistent toutefois aux physiciens et l'un d'entre eux est le problème du corps noir. Un corps noir est un objet qui émet un rayonnement qui ne dépend que de la température de l'objet. Expérimentalement, la densité d'énergie émise par ce corps noir dépend de la longueur d'onde selon une courbe en cloche. Cette densité est maximum pour une certaine longueur d'onde. Cela ne concorde pas avec les calculs théoriques des physiciens. Les calculs aboutissent à une courbe qui va vers l'infini pour les ultraviolets, ce qu'on a appelé à l'époque la catastrophe ultraviolette. Planck va réussir à trouver une loi théorique qui s'appelle loi de Planck, qui correspond à la loi expérimentale. Pour cela, il introduit ce qu'il pense n'être qu'un artifice de calcul, c'est-à-dire qu'il imagine que les échanges d'énergie entre matière et lumière ont lieu par paliers, par quanta, et chaque quanta transporte une énergie E égale h fois nu, où nu est la fréquence de l'onde et h une constante égale à 6,63 fois 10 exposant moins 34 joules secondes. Un autre phénomène qui s'accorde mal avec le modèle ondulatoire de la lumière, c'est l'effet photoélectrique. Il est possible d'arracher des électrons à certains métaux en les éclairant. Entre une cathode et une anode règne du vide. On éclaire la cathode, ici une cathode en sodium. La cathode et l'anode sont soumises à une différence de potentiel. Si on éclaire cette cathode avec des radiations de faible fréquence ou de grande longueur d'onde, on est ici dans le jaune, eh bien, on ne détecte aucun courant. Et même si on augmente l'intensité de la lumière. Et cela s'accorde mal avec les théories électromagnétiques. Par contre, si on augmente la fréquence, eh bien, on s'aperçoit qu'il existe une fréquence seuil et que pour des fréquences supérieures à cette fréquence seuil, eh bien, un courant électrique est détecté. Mais comment expliquer qu'il existe une fréquence minimum plutôt qu'une intensité minimum permettant d'arracher les électrons? Et si on continue à augmenter cette fréquence, eh bien, au-delà de cette fréquence minimum, les électrons sont plus rapides et l'intensité du courant augmente. Notons que cette fréquence seuil dépend du type de matériau. Enfin, si on augmente l'intensité de la lumière, eh bien, l'intensité du courant augmente alors également, car les électrons sont plus nombreux. C'est Einstein qui va proposer une interprétation à l'effet photoélectrique en modélisant la lumière elle-même par des quantas d'énergie. Énergie E égale à h nu, où nu est la fréquence de la radiation, formule que l'on peut encore écrire h fois c sur lambda. C est la célérité de la lumière dans le vide. Ces quantas d'énergie seront plus tard appelés photons. Lorsque la fréquence seuil est atteinte, le photon a l'énergie suffisante pour arracher un électron et le surplus d'énergie se retrouve sous forme d'énergie cinétique. L'élaboration de la physique quantique va se poursuivre avec le modèle quantique que Bohr fait de l'atome d'hydrogène. L'électron ne peut pas se situer n'importe où dans l'espace. Il ne peut se situer que sur des orbitales précises
qui ont une énergie bien définie. L'énergie des différentes configurations électroniques est quantifiée. Ce modèle va permettre d'interpréter les spectres de raies d'émission et d'absorption de l'hydrogène, mais également des autres atomes. Sur le diagramme d'énergie de l'atome figurent à gauche les énergies des différentes configurations électroniques. Ces énergies sont ici en électronvolts. Notons que l'électronvolt est une unité d'énergie qui n'est pas l'unité du système international et qui correspond à 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules. Les flèches qui sont représentées correspondent aux seules transitions possibles entre les différents niveaux d'énergie. Et à chaque transition, correspond l'émission d'un photon de longueur d'onde bien précise. Voici maintenant le diagramme d'énergie de l'atome de mercure. On suppose cet atome de mercure dans son état normal, qui est l'état de plus basse énergie, l'état fondamental. Un atome de mercure se trouvant dans l'état fondamental peut-il absorber une radiation de longueur d'onde 500 nanomètres? Pour le savoir, on calcule l'énergie associée à un photon correspondant à 500 nanomètres. Donc on utilise plutôt la formule E égale H fois C sur lambda. H, la constante de Planck, c'est 6,63 fois 10 exposant moins 34. C, la célérité de la lumière, c'est 3 fois 10 exposant 8. Et puis la longueur d'onde, il ne faut pas oublier de la mettre en mètres. Donc on a ici 500 fois 10 exposant moins 9 mètres. Tout cela nous donne une énergie en joules qui vaut 3,978 fois 10 exposant moins 19 joules. Et finalement, si on la convertit en électronvolts en divisant par 1,6 10 moins 19, on se retrouve avec 2,49 électronvolts. Alors, est-ce que cette marche de 2,49 électronvolts correspond à une transition possible dans l'atome? Eh bien, si je fais moins 10,4 plus 2,49, en gros, je vais trouver 7,9 électronvolts. Moins 7,9 électronvolts. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun niveau d'énergie correspondant à moins 7,9 électronvolts. Donc, cette transition, elle n'est pas possible. Un tel photon ne peut pas être absorbé. Maintenant, posons-nous le problème inverse. Quelle serait la longueur d'onde de la radiation émise lors d'un passage du niveau d'énergie E4 au niveau d'énergie E3? Donc, il s'agit d'une transition d'un niveau haut vers un niveau bas. On la représente donc par une flèche vers le bas. Et le photon, il est de ce côté-là, puisqu'il va être émis. Alors, on calcule déjà la différence d'énergie entre les deux niveaux, E4 moins E3. Cette différence d'énergie, on l'obtient d'abord en électronvolts, 2,8 électronvolts. Ensuite, on multiplie par 1,6 fois 10 exposant moins 19 pour trouver cette énergie en joules. 4,48 fois 10 exposant moins 19 joules. Et ensuite, on utilise delta E égale H fois C sur lambda, ce qui nous permet de trouver lambda égale H fois C sur delta E. Il faut bien utiliser les unités du système international, en particulier ne pas oublier d'avoir une énergie qui est en joules, et cela nous permet de trouver une longueur d'onde de 4,44 fois 10 exposant moins 7 mètres, ou encore 444 nanomètres.